Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel. Si vous analysez les choses, vous verrez que Cafu a eu une meilleure carrière que Pelé. Le plus important des deux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Voilà ce que dit Roberto Carlos quand il évoque son ami de l'autre rive du terrain, Cafu. Marcos Evangelista de Moraes, surnommé Cafu, est le héros du podcast du jour. Nous allons revenir sur sa carrière de légende, à travers notamment ses performances sous les couleurs de l'AS Roma, puis du Milan AC. Et avec moi pour m'accompagner, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Samuel. Bonjour. Et Nams. Salut à tous. Messieurs, première question. On va parler du plus grand latéral droit de tous les temps. Oui. Voilà, fin de première question. Alors, deuxième question. alors, ce qui est très... On a nommé ce podcast Cafu de la Roma versus le Cafu du Milan AC, parce que nous, en tant que libéraux, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a le plus connu. On aura l'occasion de parler du Cafu de la sélection espagnole, qui est peut-être le plus grand de tous les Cafus. La sélection espagnole brésilienne, la fatigue commence à se ressentir. Je ne suis jamais fatigué. Même si j'ai une douleur au niveau de l'estomac qui m'inquiète, mais c'est pas grave. Tu es comme le Pandolino. Quoi. Exactement. On va en parler du Pandolino. Il arrive en Europe à l'âge de 27 ans à Roma, parce qu'il a un passage à Saragosse, on en parlera tout de suite. Avant de parler du Cafu, je suis vraiment fatigué, pardon. Avant de parler de Cafu de la Roma, du Cafu du Milan AC, j'aimerais qu'on parle rapidement du Cafu de Sao Paulo. 27 ans, il a déjà tout prouvé à ce moment-là. Oui, moi je pense sincèrement, avant de faire donc le comparatif entre le Cafu, on va dire italien, de sa deuxième partie de carrière, jusqu'à ses 25 ans. Oui, parce que c'est là où en fait c'est Saragosse à 25 ans et il repart à Palmeiras ensuite. Tout à fait, il fait 2 saisons avant d'arriver à la Roma en 97. À ses 25 ans, il remporte tout ce qu'il peut gagner en fait en Amérique du Sud, et il joue dans une des équipes qui est peut-être la meilleure équipe du monde dans la période 90-95. Alors il est l'arrière latéral droit titulaire de Sao Paulo. Il gagne 2 fois la Copa Libertadores en 92 et en 93. Oui, c'était dans cette époque avec Tele Santana. Cette équipe qui a vraiment aussi fait rêver avec Rai notamment, qui a été connue comme ça, comme une véritable référence avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Et ce Cafu-là, c'est un Cafu qui est très offensif. Parce qu'en fait il a commencé très offensif parce qu'il a commencé d'abord ailier comme tous les latéraux brésiliens, je crois. Exactement, avant de reculer dans le couloir, mais avec cette culture brésilienne en fait de jouer avec cette projection vers l'avant constante, et qui lui permet aussi de marquer des buts que ce soit pied droit comme pied gauche. Et il gagne le Brasileiro, le championnat de l'État de Sao Paulo, la Copa Libertadores, la super coupe américaine. Il y a 2 coupes intercontinentales contre le Barcelone, la Dream Team en 92, et contre le Milan en 93. Mais donc ce sont quand même 2 équipes qui ont été des références dans cette époque, celle de Cruyff, celle de Capello. Disons que faire partie de cette équipe-là, faire partie prenante de cette époque-là, avant ses 25 ans, en plus de ce qu'il a pu accomplir avec l'équipe brésilienne. D'ailleurs, il gagne la Coupe du Monde en 94. Il joue cette Coupe du Monde-là. Il rentre à la finale. Il rentre à la place de Jorginho. Ça, c'est tôt dans le match. Tôt en plus. Ensuite, il part en Europe pour sa première expérience à Saragosse. Il est absent de la finale de C2 que Saragosse gagne. Donc, quelque part, il a ce palmarès aussi, mais il ne joue pas beaucoup. Il revient au pays à Palmeiras 2 fois. Il joue titulaire sur ces 2 saisons-là. En plus, ce qui est drôle, c'est que quand il veut signer à Palmeiras, il y a un problème juridique qui fait que la base, il signe à la Juventus. Il ne doit pas jouer dans un club. Il y avait une clause comme quoi il ne devait pas passer par un club de l'État de Sao Paulo. Et il y a eu un contournement en fait par Malat. Exactement, qui permet donc de jouer dans un autre club avant de jouer finalement pour le Palmeiras. Donc c'est un joueur qui a un palmarès extraordinaire, qui a joué plus de 130 matchs de championnat brésilien, qui signe à l'AS Roma. À l'AS Roma fait un extraordinaire transfert en signant Cafu, Samuel. Oui, surtout que c'est pas une Roma qui joue le titre à l'époque encore en Italie, c'est une Roma. La Roma de Zdenek Zeman. C'est ça joue. D'ailleurs, ils finissent 6e, il me semble. Ça joue bien, mais la Roma. Moi, d'ailleurs, on trouve ça surprenant qu'ils reviennent après à la Roma. À la base, peut-être qu'il aurait pu espérer mieux, mais ça reste quand même un gros transfert pour lui
retenter sa chance en Europe. Et pour la Roma, ça reste un champion du monde qui rejoint les rangs de l'équipe, quoi. Pourquoi si tard, Nami? 27 ans, c'est tard, hein, quand même. Je pense qu'il était peut-être pas vraiment prêt encore, parce qu'il avait peut-être pas cette culture tactique, surtout par exemple il était en Espagne, puis en Italie, et en Italie on demande une certaine rigueur tactique, une concentration, peut-être qu'il n'avait pas encore, il était très offensif. Il a quand même mis un peu de temps à devenir ce joueur, ce latéral très complet qu'il est devenu, et il faut un temps d'adaptation, surtout quand on arrive en Serie A, surtout à cette époque. Alors, avant l'arrivée de Capello en 99, il y a cette période 97, 98, 99. C'est avec l'équipe d'Espagne, j'écris, c'est extraordinaire ce Cafu-là. L'équipe du Brésil, pardon. Reda est un fan de l'Espagne, mais il nous l'a caché pendant plusieurs années. Copa 97, Coupe du Monde 98 où ils perdent en finale, Copa 99. Il est extraordinaire, Cafu, encore une fois. Oui, il est extraordinaire à l'image de beaucoup de joueurs de l'équipe, à l'image de Ronaldo en Bolivie 97, de la Coupe du Monde aussi remarquable de R9 en 98, de Rivaldo qui est présent, Cafu qui est toujours dans les bons coups. Je pense Tu m'as pris les mots. Ah, exactement, toujours dans les bons coups, effectivement. Donc, notamment contre le Maroc, où il est passeur. Voilà, et aussi il marque, il y a le but contre son camp qu'il provoque contre l'Écosse lors du match d'ouverture. Il est au meilleur de sa forme, franchement. Il est au top de sa forme. Donc ça veut dire que les titres qu'il ne gagne pas avec la Roma en Italie, et dans lequel il continue de prendre de l'expérience avec la Serie A, le meilleur championnat du monde à cette époque-là, et ben il prend cette expérience-là avec le Brésil en gagnant tour à tour Copa 87, en allant en finale en 98 pour la Coupe du Monde, et faire la Copa 99 où il survole titulaire en plus, la compétition avec je sais pas si l'image de lui en 98 en finale après la défaite sur le terrain. Son plus grand regret jusqu'à aujourd'hui. Il mâche un chewing-gum, je crois, il regarde par terre. Ce fameux chewing-gum qui ne le quittera pas de toute sa carrière. Exactement. Et c'est ce sourire aussi, cette bonne humeur qu'il a toujours. Et c'est aussi celui qui subit le tacle de Marcel. Celui qui subit le tacle de Marcel Desailly. Sur le deuxième carton jaune qu'il prend sur la finale. Alors Capello arrive à la Roma en 99 et là on l'entend. Ouais, c'est exactement le tournant. Alors il a dans son équipe des joueurs extraordinaires et il retrouve Cafu extraordinaire, et là il y a l'éclosion de Totti aussi. Exactement, il va façonner une équipe parfaite autour notamment de Cafu pour aller gagner ce championnat en 2001. Exactement. Et là il y a cette équipe, justement cette tactique mise en place, ce 3-5-2 où il est un latéral ultra offensif, il a cette liberté sur ce côté droit. Comme, le meilleur Cafu qu'on a, c'est dans un 3-5-2. Je pense que oui. Il a cette totale liberté, il est libre offensivement, défensivement. Il a Candela à gauche qui est aussi très bon, qui avait tout le couloir. Il avait des milieux récupérateurs à côté lorsqu'il montait, il avait Cristiano Zanetti et Candela avait Tomasi. Et derrière lui, il avait des joueurs comme Zago, je crois que c'était Aldair qui était encore présent, si je ne me trompe pas. Beaucoup de Brésiliens, il est à l'aise. Il était très, très bien entouré et c'était. Alors, précision, il a quand même 29 ans, 30 et 31 ans en ce moment-là. Et pourtant, il reste inépuisable et toujours aussi rapide. Il a plus de 30 ans déjà. Très endurant, l'enchaînement des courses. Aucun problème. Aucun problème pour lui. On a l'impression que c'est le roi du fractionné aussi. Exactement. Très peu de matchs manqués. Parce que lui et Candela n'avaient pas vraiment de doublure fiable. Il a manqué très très peu de matchs. Exactement. En plus, c'est vrai qu'on peut même aussi mettre en avant le fait que Vincent Candela aussi a fait une très grande saison 2000-2001. Exactement. Lors de cette saison de Serie A, il fait partie des meilleurs latéraux du championnat. Mais en tout cas, par rapport à cette équipe, Capello qui rencontre le meilleur de Totti, qui rencontre le meilleur de Batistuta, de Montella aussi, de Montella, de Del Vecchio et de Cafu. Ça fait plusieurs éléments. On en a parlé en fait dans un podcast aussi, donc dans la première saison. Les étoiles étaient alignées. Pour pouvoir gagner le titre. Et franchement, avec un coach comme Capello, c'est difficile de ne pas gagner, surtout quand il a le capo canoniere dans son équipe. C'est l'Inter qui a fait exprès pour laisser Cafu avoir sa Serie A. On vous la laisse celle-là. Et forcément, lorsqu'on parle de Cafu, justement. Vous l'avez fait aussi en 2002 ? Oui, c'est ça. On est comme ça. En 2005 on est comme ça. On aime bien partager avec les autres clubs italiens. Forcément, lorsqu'on parle de Cafu lors de cette saison 2000-2001, on ne peut pas oublier ce geste plus qu'humiliant sur un joueur que j'apprécie énormément. Pavel Nedved, qui a tourné dans tous les téléphones, ce sombrero, et c'est Simeone qui est venu. C'est sombrero. C'est sombreri, je crois, peut-être que ça se. Oui, on peut le dire. Et c'est Simeone avec ce vice qui vient casser l'action, qui vient
Il allait faire son 4e sans Véro. Oui, qui vient plaquer Cafu, qui vient percuter Cafu. Et c'est ça démontre cette facilité technique qu'il avait. Lui, c'était un vrai dribbleur, c'est-à-dire que le pied, il avait aucune difficulté. C'est vrai que c'est une action qui fait le tour du monde depuis plus de 20 ans maintenant aujourd'hui. Enfin, on a tous été marqués par ça. Et puis c'est sur Nedved, quoi. Donc c'est pas n'importe qui. Ah, oui. Alors il fait 6 ans à l'AS Roma, Cafu. Il fait plus de 163 matchs de championnat, 218 en tout. Il va signer au Milan AC à l'âge de 33 ans. Est-ce qu'on se dit oui, Et oui, et en plus il faut se dire que au moment où il a le choix en fait de signer au Milan AC, c'est au tout dernier moment qu'en fait il doit signer au Japon. Ouais. Il doit signer au Japon et en fait le Milan AC arrive au tout dernier moment à acheter Cafu. Et peut-être. On va gagner la Coupe d'Asie comme ça. Non, mais voilà, mais tu vois, mais par exemple, tu vois, il est déjà champion. On va revenir tout à l'heure, mais il est déjà champion du monde en 2002. Il est capitaine. Il dit qu'il a plus rien à prouver. Il joue aussi en 3-5-2 sur nos matchs d'ailleurs. Et du coup, mais là, tu te dis que voilà, j'ai 33 ans. Maintenant, c'est le moment de souffler. Et non, en fait, il va chercher un nouveau défi. En fait, c'est la Ligue des Champions qui lui manque à ce moment-là. Exactement. Est-ce qu'il court après la Ligue des Champions? Moi, fondamentalement, je pense pas forcément, mais je pense qu'il a envie de jouer avec des grands champions. Exactement. Et il joue avec des grands champions. Et en étant Juventino, je peux honnêtement dire que j'ai été jaloux de cette équipe du Milan 2004-2005. C'est-à-dire qu'à tous les postes, ce n'est pas là seulement le papier seulement, mais c'est vraiment à tous les postes. Cette équipe était incroyable. Il était incroyable sur son côté droit. Là, il ne jouait plus dans un 3-5-2, mais il avait vraiment un rôle de défenseur vu que c'était un 4-4 de losange. Il jouait, il prenait son couloir, mais il avait plus de responsabilités défensives, plus de tâches défensives. Il a quand même au début, quand il arrive, il a des problèmes physiques. Hein. Exactement. C'est là que ça commence à se ressentir. Je crois que son genou, il commence à. Problèmes physiques, plus des problèmes de passeport. Plus des problèmes de passeport. Il est là lors de la remontée de Liverpool aussi. Exactement. Donc c'est. Exactement. Alors, ça se passe pas spécialement, mais c'est après que sur la fin que quand. Oui, mais il est champion 2004. Ouais. Exactement. Alors, titre. Il est champion 2004. Il joue beaucoup de matchs sur cette saison-là. 2004-2005 aussi, il joue beaucoup de matchs. Trophée qui lui échappe. Mais bon, on va pas revenir sur ce match-là, on en a parlé des centaines de fois. Tu peux le jouer 150 fois, il y aura 150 différentes explications. Il y a la saison 2005-2006 aussi qui est très importante pour Cafu, ça se passe pas très bien, il est blessé. Et puis il y a aussi des problèmes judiciaires, il y a une instruction judiciaire pour une histoire de faux passeport. Exactement. La prison qui est en jeu. Oui. C'est une saison très compliquée pour lui. Exactement. Là, c'était un problème qui était assez récurrent à l'époque. Je me souviens d'un joueur, Zemaria à l'Inter aussi, qui avait ce problème de passeport. Quand tu es brésilien, on te fait un passeport portugais, un passeport espagnol, parce qu'à l'époque, tu devais avoir. Là, on avait trouvé des origines italiennes auprès de la femme de Cafu. Voilà, donc ça un peu terni l'image. Quand c'est des Français qui font ça, on dit rien. C'est un peu terni l'image, mais bon, ça reste un très grand monsieur. Mais c'est vrai que cette saison-là était très très compliquée. Je laisse la sagacité des propos de Samuel à lui-même. Cette saison était très compliquée. Je pense que c'est une des saisons les plus compliquées de sa carrière, entre les blessures et les. Et d'ailleurs, de passeport. D'ailleurs, on pouvait objectivement penser que s'il ne jouait pas à la Coupe du Monde 2006, c'était pas grave. Non, mais disons que c'est vrai que cette affaire a beaucoup joué peut-être dans sa préparation de la Coupe du Monde, dans son approche. Il est toujours le capitaine de cette équipe du Brésil. Il est redevenu capitaine depuis 2002 à cette époque-là, où en fait c'était Emerson qui était le capitaine. Exactement. Et qui se démait l'épaule. L'entraînement, oui. Effectivement. On a fait beaucoup de podcasts, on en a fait un sur le mais vous Brésil. trouverez toujours un sujet sur votre joueur préféré ou votre match préféré. Hein. Non, c'est vrai que 2006, il est vraiment. Non, c'est pas qu'il est en bout de course, il est cuit, hein, les deux latéraux, mais cuit, non, mais c'est compliqué, mais cuit. C'est un peu difficile. Je l'ai quand même vraiment fatigué. Franchement, Evra Marseille était cuit, tu vois. Evra Marseille était. Non, mais là, on compare, il y a une différence de niveau même entre Evra au top et Cafu, tu vois. Mais après, il était quand même très fatigué. Il était pas encore cuit, mais c'est vrai qu'il ne pouvait plus évoluer à son top niveau. Alors, il y avait des débats quand même pour Cicinho. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même que. Oui, mais après Cicinho, quand c'est la jeunesse. Cicinho arrive de Sao Paulo. C'est vrai qu'il fait une belle coupe avant. On le vend comme le successeur de Cafu. Il va au Real. Les premiers matchs, il est pas spécialement mauvais. Mais il dit quoi Cicinho de Cafu? Parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser. C'est Cafu, c'est un monument. Et que Cicinho, il dit, écoutez les gars, il faut mettre une statue de Cafu sur le stade de Sao Paulo, n'importe où en fait. Exactement. Et donc même Cicinho, lui, en tant que jeune joueur, il peut pas se permettre d'aller pousser pour jouer arrière droit. Parce que c'est Cafu qui n'a pas pris sa retraite. Il fait une saison mauvaise. On peut décemment pas refuser que Cafu fasse cette Coupe du Monde là. Il a réussi à gagner un statut extraordinaire. Il a trop fait.
Beaucoup trop Avec fait avec le Brésil. pour qu'il soit critiqué. Et peut-être c'est ce qui a été le préjudiciable pour le Brésil, que ce soit pour Cafu côté droit, que ce soit pour Roberto Carlos côté gauche, et aussi pour les sénateurs qu'ont été et que sont devenus Ronaldinho, Ronaldo et Adriano aussi dans sa posture sur le mondial Moi, 2006. c'est le reproche que j'ai à faire à Cafu c'est peut-être ça, c'est que je pense qu'en fait de lui-même il aurait dû peut-être laisser. C'est compliqué, mais tous, je pense que certains, enfin lui et Roberto Carlos surtout, de eux-mêmes, ils auraient dû laisser la place. Il fait une conférence de presse en début d'année, au moment où il est blessé, début d'année 2006. Il dit « Je vais revenir et je vais être le meilleur latéral droit de l'année ». Donc on peut pas aussi reprocher à des gens d'être ambitieux. Ouais, mais il a déjà gagné tout avec son pays, il a 2 Coupes du Monde. Il avait encore faim, c'est un compétiteur, c'est un On en reparlera dans un podcast très bientôt sur Zanetti, hein. Je fais un petit spoil, mais c'est un point commun aussi qu'il a avec Cafu, c'est que très vieux, entre guillemets, pardon, hein, on est habitué à des jeunes joueurs, etc. Très vieux, ils sont physiquement au point. Increvable, inoxydable, c'est des joueurs. Comment vous expliquez ça du côté de Cafu? C'est quelqu'un qui a une hygiène de vie exceptionnelle. Je pense que c'est une hygiène de vie assez irréprochable. Hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Pour perdurer à ce niveau-là, il y a aussi longtemps, c'est vraiment, faut connaître son corps, prendre soin de son corps, manger sainement. Ça. Une machine du chewing-gum aussi. C'est-à-dire voilà, que tout c'était dans le chewing-gum. Son chewing-gum et aussi ses contours assez spéciaux qu'ils n'ont jamais lâché, qu'ils n'ont jamais quitté, ses contours. Alors 2006-2007, c'est l'année de la Ligue des Champions. Ah oui, seulement cette saison-là, il est dans une rotation. Exactement. Massimo Odo. Odo. Oui, Massimo Odo. C'est pas une rotation. Odo, il est titulaire. Ouais. Odo à droite et Jean Kulowski à gauche. Mais Cafu participe quand même à sa façon à cette Ligue des Champions. Exactement. Et là, Cafu a tout gagné. Exactement. Et là, il pouvait partir Tranquille. tranquillement. Il a fait le travail, il a tout pris. Il a pris tous les trophées qu'il fallait prendre. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est le meilleur latéral de tous les temps ou on le dit avant déjà? Moi, je pense qu'on le dit avant. Moi, je En pense fait, là, il n'y a plus de débat. À partir du moment où il lève la Coupe du Monde à Yokohama en tant que capitaine et qu'il a ce message pour sa femme avant de lever le trophée, je pense que déjà il est déjà dans l'histoire en fait, comme le sont la plupart des capitaines qui lèvent la Coupe du Monde. Après, c'est la légitimité en club qui vient dans un club européen qui vient rajouter en plus Des aussi arguments, des accomplissements qu'il a fait en Amérique du Sud au début de sa carrière. Ça fait qu'il a un trop lourd dossier pour qu'il puisse être contesté. 2007-2008, il a plus les jambes. Non, enfin, il est normal. Oui, là, c'est bon, son corps il dit stop. Et je pense qu'il a fait tout ce qu'il a pu, il a tout donné. Avec l'AC Milan, donc c'est 119 matchs de championnat et 166 matchs en tout. On va parler rapidement aussi de l'héritage finalement que laisse Cafu, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur ce podcast-là. Alors déjà, c'est un style qui a bouleversé le poste. Il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est qu'il veut changer le paradigme d'un match. Il explique Cafu qu'il faut que ce soit son vis-à-vis qui soit le défenseur, pas lui. C'est ça en fait, c'est en gros essayer de déstabiliser la façon que peut-être l'ailier adverse a d'appréhender son duel avec lui. Parce qu'on se parle toujours donc d'un duel entre un défenseur, un latéral et un ailier qui doit aller à l'avantage donc de celui qui attaque. Mais celui qui attaque, de ce côté-là, c'est Cafu en tant que contre-attaquant et même au niveau de ses allers-retours. C'est lui qui va forcer certains joueurs à faire les efforts défensifs que lui est censé faire. Et même quand il va y avoir donc ces efforts défensifs qui devront être faits par Cafu, il sera toujours là. Donc c'est-à-dire que c'est toujours ce va-et-vient. Donc on disait en début d'épisode, c'est le roi du fractionné. Voilà, parce que traverser le terrain sur la largeur d'un côté comme de l'autre, en allant vers son but et après en allant vers le but adverse, comme le faisait Cafu avec cette qualité de centre, comme qu'il avait aussi cette qualité aussi, ces qualités de pouvoir repiquer dans l'axe pour pouvoir servir au mieux ses attaquants. Ouais, Cafu, c'est avec toutes les qualités techniques que tu viens d'énumérer, Gilles Christ, il y en a une que tu n'as pas dit qui est ma préférée, c'est la vitesse balle au pied. C'est ça qui est très intéressant. C'est quelqu'un qui est très rapide, mais être rapide balle au pied quand on est latéral, c'est assez incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est assez rare en tout cas. Et Cafu l'était. T'as raison, on s'en rendait pas compte. En plus, comme il y avait Carlos qui courait super vite de l'autre côté aussi, on avait l'impression qu'il n'était pas si rapide que ça, alors qu'en réalité, quand tu le vois courir sur son côté droit et tu vois que les autres sont toujours en train de le suivre, au final, c'est qu'en fait, il était vraiment très rapide.
Alors, petite précision aussi, peut-être qui est à l'origine de toute cette carrière de Cafu, c'est pourquoi il s'appelle Cafu. En fait, dès son jeunesse, c'est en hommage à un ailier virevoltant de Fluminense dans les années 90 qui s'appait Cafuringa. Cafuringa, tout à fait, qui Et est décédé aussi en 91. Ouais. Mais qu'il avait son surnom. Mais ouais, c'est vrai que là, c'est encore une fois, c'est un TGV à Rome aussi. C'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est le culte en fait même de l'ailier en fait, tu vois. On parle pas forcément d'un latéral, on parle d'un ailier. On parle de cette culture du 3-5-2 dans cette latéral équipe, droit, voilà. Piston, ailier. Exactement. Sur son côté droit, il est bon tout le temps. Il est bon tout le temps. Après, c'est vrai que la comparaison que l'on peut faire avec ses héritiers modernes, qui ont été peut-être Alves, qui ont été Maicon, et Maicon était annoncé comme et d'autres joueurs. Oui, effectivement, parce que lui, c'est celui qui se rapprochait le plus des caractéristiques de Cafu. Exact. Parce que Alves avait d'autres qualités qui pouvaient le faire en sorte qu'il pouvait se rapprocher davantage du centre du jeu et qu'il a par sa qualité de pied. Et en fait, voilà, je pense que sur la période et même sur toute la temporalité du football, celui qui était le plus fort près de la ligne de touche, c'était Cafu à ce poste-là. Et en tout cas, il a trop d'accomplissements et trop de performances pour en attester. Il n'y a pas photo entre le Cafu de l'AS Roma et le Cafu du Milan AC, finalement. Oui, parce que c'est un prétexte pour parler de lui, oui, ce nombre de podcasts. Oui, c'est deux Cafu différents. À la Roma, il est quand même plus libre. Il a une liberté, il peut laisser parler sa créativité. Il peut avancer balle au pied, il peut reculer, il peut tout faire. À Milan, il était beaucoup plus restreint. Et voyant les joueurs qu'il avait devant lui au milieu de terrain, il avait quand même ses tâches défensives à faire. Mais à la Roma, il était vraiment incroyable, vraiment. Alors Cafu, c'est 142 sélections, 3 finales de Coupe du Monde consécutives. On va terminer le podcast comme ça. Vous préférez le Cafu qui a joué à Sao Paulo, le Cafu de la sélection brésilienne, le Cafu de la Roma ou le Cafu du Milan AC? Moi, Cafu de la sélection. J'écris, je te demande pas, tu vas dire le Cafu de Sao Paulo? Le Cafu de Sao Paulo et de la sélection brésilienne. La sélection. Ouais, voilà. Cafu le brésilien. Cafu, le brésilien, celui qui était en Amérique du Sud, c'est un bête de mec. Et toi, Nami? Le Cafu de la Roma. Moi aussi, le Cafu de la Roma. Je trouve que c'est. En même temps, il faut dire. C'est là aussi qu'on l'a rencontré. C'est ce Cafu-là. En tout cas, j'espère qu'on aura bien fait de parler de ce joueur-là et qu'on vous aura donné envie de le redécouvrir parce que concrètement, je pense que c'est le plus grand latéral droit de l'histoire. Un joueur exceptionnel. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.